Bonjour ou rebonjour pour ce 7e webinaire de la Fondation Ramsay Santé consacré aux informations, les bonnes, mais hélas aussi surtout les mauvaises, et les informations et les désinformations qui touchent les jeunes et leur santé, comment les aider à bien prendre en main cet aspect de leur vie. On va dans cette deuxième table ronde regarder les solutions pratiques. De nombreuses initiatives ont lieu. On va essayer d'en présenter un maximum dans des directions très variées. Je commence par la présentation de mes invités. Jean-Bernard Schmitt. Alors Jean-Bernard Schmitt, vous êtes le professionnel de l'étape, si j'ose dire, puisque vous êtes journaliste. On vous a vu sur France 2, Complément d'enquête, Capital. Ce sont des émissions d'information et d'éducation auxquelles vous avez participé. Et puis, vous êtes passé aussi du côté de la formation des journalistes, puisque vous êtes actuellement directeur délégué du Centre de formation des journalistes. Et vous vous êtes spécialisé au fur et à mesure des années dans la lutte contre la désinformation. Vous êtes l'auteur, le co-auteur d'Anti-Fake News. Ça, c'est un livre qui est publié il y a 2 ans chez First Edition. Et puis, vous êtes aussi au cœur de la plateforme, vous nous en parlerez, qui s'appelle Spicy et Spicy Educ. Thomas Huchon, on vous a vu dans la première table ronde. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc je le présente à nouveau, journaliste, auteur, spécialiste aussi du combat de terrain contre la désinformation. Et d'ailleurs, dans cette deuxième table ronde, il va nous parler de sa création, peut-être même de sa créature. On va aller dans le monde des avatars. Anti-Fake News AI. Qu'avez-vous donc inventé là? Vous nous le direz, vous nous le montrerez. Guillaume Chorao, vous êtes médecin. Alors là, un journaliste à côté d'un médecin, on a les deux bouts de notre problème. Vous êtes étudiant en 8e année de médecine et puis vous êtes venu sur les réseaux sociaux, vous êtes venu dans ce monde de l'information et de la désinformation pour essayer de toucher les jeunes et de les emmener vers la vérité. Vous nous direz si c'est facile, vous nous montrerez aussi comment vous travaillez. Et puis Olivier tout court, parce que vous êtes un bénévole parmi d'autres, mais même si vous êtes aussi le senior dans cette équipe, bénévole au cœur de C'est vrai ça. C'est vrai ça, c'est une initiative citoyenne qui là aussi a décidé de se retrousser les manches et d'aller sur le terrain pour mettre la bonne information devant et lutter contre la désinformation. Vous nous direz comment les citoyens peuvent prendre en main leur destin et celui de leurs jeunes. 4 destins, 4 expériences différentes et il y en a beaucoup d'autres. Il y a d'autres initiatives. Je signale notamment Fake News Santé avec une préface de Michel Simès. C'est un livre qui est une œuvre de l'INSERM, donc un institut scientifique reconnu. C'est publié au Cherche Midi et avec des illustrations, avec des chapitres très courts, avec des cas très concrets, des assiettes jusqu'à la salle de bain en passant par la chambre à coucher, partout où il y a des problèmes de santé, le vrai, le faux. Fake News Santé, livre important. Vous pouvez trouver aussi sur YouTube le canal Détox. Canal Détox, ce n'est pas une nouvelle manière de perdre du poids, c'est une manière de lutter contre l'infox, contre la désinformation. Guillaume, je vais commencer avec vous et vous allez nous raconter comment vous êtes venu dans ce monde des réseaux sociaux pour essayer de porter une parole scientifique, mais aussi une parole de praticien de terrain. Et le plus simple, c'est peut-être de regarder tout de suite votre vidéo, un exemple de ce que vous faites. Là, je crois que c'est sur Instagram. Ah ben, on regarde Guillaume Chorao dans ses œuvres. C'est quoi les pires désinformations que vous avez vues sur les... Pires désinformations, moi récemment là j'ai vu un post sur Instagram d'un compte que je ne citerai pas où il disait qu'il fallait mettre de l'huile d'olive sur les seins et les masser pour les rendre plus fermes. Je suis là genre bah non, ça sert à rien. C'est fort ça. C'est fort, mais en fait ce que je trouve dommage c'est que c'est un compte de santé qui a quand même une centaine de milliers d'abonnés, que le post il a fait plus de 10 000 likes, donc ça veut dire qu'il y a au moins 10 000 personnes qui pensent que c'est vrai. Et je me dis, les filles elles vont sentir l'huile d'olive après de partout. Bon après tu me diras l'huile d'olive. Après ça va pas les tuer non plus. Bref, du coup ça me fait penser à un truc, c'est qu'il y a 2 types de fake med. T'as les fake med qui sont dangereuses parce qu'elles vont en avoir un impact hyper négatif et qui vont mettre en danger la santé du patient. Et ça c'est très grave. Et après t'as les fake med, c'est des bêtises qui se répètent. Mais au final, il n'y a pas d'impact sur la santé qui est dangereux. Mais c'est quand même dommage que des gens y croient. Moi, c'est ça qui me fait de la peine. D'où l'importance d'avoir des médecins, ou en tout cas des références de santé. Et dénoncer un peu. Pour dire en tout cas, voilà les gars, je suis tombé sur ça, je suis pas vraiment d'accord. En effet, quand tu as 10 000 personnes qui viennent liker un truc, l'information qui était au départ fausse prend une valeur vraie parce que tu as énormément de gens qui adhèrent à l'idée. Elle est validée par des gens. C'est vrai que les likes, en fait, c'est une validation. Mais c'est ça, ouais. Et du coup, ça fait des faits boule de neige et tu as des informations qui circulent dans tous les sens et qui ont ni tête, quoi. Et ce que je trouve fou, c'est que les réseaux sociaux ont plus d'impact que des vraies preuves scientifiques dans les études qui sont très poussées, très dures à faire. Et ça a beaucoup moins d'impact parce qu'ils sont apportés que de nous pour comprendre tous ces articles et tout. Que c'est des réseaux où n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est pris pour un genre content, ouais, c'est vrai. On retrouve à la fin, on retrouve ce diagnostic sur les réseaux sociaux qu'on a partagé dans la première partie.
Là, la vidéo, c'est en effet sur une information qui n'est pas dangereuse. Ça fait même sourire, vous avez tous souri. De l'huile d'olive sur les seins. Ça ne nuit à personne, ça peut même aider les producteurs d'huile d'olive. Néanmoins, ça dit deux choses. D'abord que quand on fait un peu d'humour, on a l'attention des jeunes, et que derrière une information inutile mais anodine, il se cache des informations dangereuses. C'est ça. Donc déjà pour recontextualiser, merci de m'inviter sur ce plateau. C'est un plaisir. Et donc pour commencer un peu, donc le pourquoi du comment, déjà j'ai commencé à mettre sur les réseaux, ça remonte à moi quand j'étais en 4e année de médecine. 4e année de médecine, c'est-à-dire vous commencez quoi, vous spécialiser? J'ai été à l'externat, ça veut dire qu'en gros la médecine ça se compose en 6 premières années qui sont très générales et en fait la 4, 5 et 6e année c'est là où on se forme pour le concours, pour après choisir notre spécialité et la ville dans laquelle on va exercer en tout cas notre internat. Et c'est pile l'année de la Covid pour vous? Et c'était exactement, c'est-à-dire que moi j'étais en milieu de 4e année, le moment où le Covid était à son pic. Et c'est à ce moment-là où en fait, la désinformation circulait à son maximum. Et pour moi c'était horrible parce que j'étais là à travailler tous les jours, à me lever à 8 h, à me coucher à des 22, 23 h en ayant travaillé toute la journée sur des livres, sur des preuves qui sont scientifiques. Et on avait des personnes qui prenaient les réseaux, qui donnaient des informations qui étaient complètement fausses. Avec ne prenez pas le vaccin, on va vous mettre de la 4G, j'en passe des meilleurs. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un peu un sentiment de peine et surtout, j'étais très en colère à ce moment-là parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que là, je suis en train de travailler et il y a des gens qui viennent de nulle part, qui donnent des informations qui ont un impact qui est énorme et au final, moi, tout ce que je suis en train d'apprendre, en fait, ça n'a pas d'impact. Ça vous a découragé? Vous vous êtes dit, je laisse tomber? À ce moment-là, ça ne m'a pas découragé, ça m'a frustré plutôt et je me suis dit, bon, à ce moment-là, je n'avais pas le temps de prendre les réseaux parce que de toute façon, 4, 5e, 6e année, c'est très compliqué. On a une charge de travail qui est énorme entre l'hôpital et les cours. Et surtout, donc, du coup, la préparation de ce concours de fin de 6e année. Et je me suis dit, bon, dès que je finirai ce concours de 6e année, je me lancerai sur les réseaux. Je ne savais pas quoi exactement, je ne savais pas par où commencer. Et du coup, j'avais commencé, donc, dès la fin de mon concours, je crois, le jour d'après, j'avais commencé une vidéo sur TikTok. 1, 2, et en fait, ça a pris très rapidement parce qu'il y avait beaucoup d'humour dans ce que je faisais, il y avait aussi un impact qui était médical. Et en fait, je pense que les gens ont énormément adhéré par le fait d'avoir un médecin qui est un peu décalé, qui est un peu jeune et qui transmet de l'information qui est normalement scientifique, qui est quand même approuvée par ses pairs. Et au final, ça a rapidement pris, en tout cas sur TikTok dans un premier temps. C'est l'humour pour vous la clé de ce succès? Je pense c'est une part d'humour dans un contexte très scientifique. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop l'habitude de voir des médecins un peu rire ou en tout cas transmettre de l'information un peu décalée, qui est vraie, mais juste où on vient mettre un peu un impact un peu humoristique un peu derrière la chose. Et je pense que surtout dans une génération qui est très jeune quand même sur les réseaux, donc TikTok, ça concerne une population qui est quand même plus jeune qu'Instagram, et on sent qu'on a un impact assez énorme et assez rapide par une vidéo des fois assez simple, mais juste par le fait de prendre l'information médicale avec un peu d'humour. Un peu de décalage. Le fait d'être jeune, pour parler aux jeunes, c'est obligatoire? Je ne pense pas que ça soit obligatoire, mais en tout cas, ça facilite la chose. Je pense que le fait d'être jeune, en tout cas en médecine, où on n'a pas encore complètement fini notre cursus, on sent qu'on a une population jeune qui adhère un peu à ce qu'on raconte, à ce qu'on dit. Et au final, ils se sentent un peu plus, je pense, impliqués par le fait de voir un jeune médecin et qu'eux sont aussi jeunes. Comment vous choisissez vos thèmes du jour? Vous vous levez le matin en disant tiens, je vais parler de ça? C'est mes expériences personnelles. Un jour, je vais à l'hôpital, j'ai une expérience particulière avec un patient. Je me dis ça, c'est ultra intéressant sur le point de vue scientifique, sur le point de vue médical, ou même sur le point de vue juste relationnel. Parce qu'en médecine, donc là, moi je suis interne en 8e année, donc on est amené à changer. Bon, déjà en externe, quand j'étais externe, on changeait beaucoup de stages, donc c'était tous les 3 mois. Et là, en 8e année, donc quand on est interne, on change de stage tous les 6 mois. Mais donc on passe dans différents secteurs. Donc des réalités très variées. Des réalités énormes, enfin qui sont extrêmement variées exactement. Là actuellement, je suis en gériatrie, donc c'est une population qui a 75 ans et plus. Et moi qui est urgentiste, c'est vrai qu'il y a quand même un contraste dans la façon dont on gère les urgences et dont on gère un service en gériatrie, c'est 2 mondes différents. Et c'est vrai qu'on a des expériences qui sont quotidiennement, qui changent. Combien de personnes vous suivent? Alors sur TikTok, à peu près 200 000 et sur Instagram, un peu plus de 50 000. C'est les 2 réseaux principaux. Oui. Facebook, c'est pour les boomers. LinkedIn, c'est pas votre truc. Alors Facebook, j'ai encore Facebook, mais c'est plus pour les groupes de communication, pour transmettre des informations en tant qu'interne, avec nos groupes aux urgences, etc. Mais Facebook, c'est vrai que j'utilise plus trop Facebook. Ça a son charme, hein, Facebook. Il faudrait l'utiliser, mais moi, je sais que c'est plus trop mon truc. Vous êtes spécialisé. Et parmi les commentaires, quelle est la part d'agressivité, d'injures, de menaces, de gens qui disent mais vous êtes un médecin, vous êtes dans le système, vous êtes corrompu par les labos, la vérité elle est ailleurs? Bien sûr, il y a ces commentaires, hein, bien sûr, il y a ces commentaires. Alors moi je suis arrivé dans une façon de faire je regarde très peu les commentaires parce que sinon
Entre mon métier et ça, je passerai mes journées à lire tous les commentaires. Et ça déprime. Et ça déprime. Mais il y a quand même une grande part qui est quand même très positive, où on voit quand même merci, et des fois qui identifient leurs amis pour qu'ils viennent voir cette information. Et après, forcément, le positif attire aussi le négatif. Et on a des fois des commentaires qui viennent un peu en remettre en question ce qu'on dit et sans réelle pertinence. Juste, ils vont arriver, mettre un commentaire. Et je pense que même, il y a des gens qui s'amusent sur les réseaux à mettre des commentaires négatifs et à partir. Je pense que c'est un peu là. Il y a une sorte de pseudo-mode où voilà, le but, c'est de juste venir commenter pour commenter. Mais en vrai, je pense que je dirais 15%. Il y a quand même 15%, un peu moins peut-être, de commentaires négatifs. Après, dans la globalité, c'est quand même positif. C'est quand même positif. Est-ce qu'on vous demande des prescriptions? Docteur je reçois des messages, mais je n'y réponds jamais. Vous n'êtes pas là pour faire le travail du médecin de famille, quoi. Enfin, moi, mon job, quand je soigne un patient, je le soigne en physique, je ne le soigne pas derrière un réseau et c'est pas possible. Vous êtes allé plus loin avec un blog. C'est ça. Mais là, qui est un blog plus de professionnels, Docs en Blues. Docs en Blues, c'est exactement ça. En gros, on s'est associé avec donc, 2 amis à moi, dont un qui était avec moi à la fac. On s'est retrouvés par le hasard du hasard. Lui aussi, il a pris les réseaux par rapport à la désinformation qui était présente. Et on s'est retrouvés, on s'était un peu perdu de vue, on s'est retrouvés sur les réseaux. Et on s'est associé avec une autre amie à nous. Du coup, on a monté, donc c'est exactement ça, c'est un podcast, c'est Docs en Blues, où le but, c'est de parler d'informations médicales, un peu dans l'air du temps, d'essayer en tout cas de cibler beaucoup plus une population un peu jeune, mais de manière aussi un peu humoristique, mais très légère. On va venir parler de sujets des fois qui sont 100% médicaux, et puis des fois on va venir parler de sujets qui sont plus d'actualité, mais plus pour les internes, plus pour les externes. Donc ça brasse un peu tout, mais le but c'est de venir communiquer sur la santé de manière légère. Les domaines les plus importants où il faut bien informer les jeunes, leur demande, c'est santé mentale, santé sexuelle? Il y a un peu de tout en vrai. Je pense que c'est plus qu'il y a certaines vidéos qui vont plus marcher parce qu'on a l'impression que les gens vont plus adhérer à l'idée, mais je pense qu'il y a un besoin d'information sur tous les sujets en réalité. Je ne pense pas que c'est un sujet plus qu'un autre. De toute façon, on est tous amenés dans notre vie à avoir des problèmes un jour sur quelque chose et puis en avoir d'autres sur d'autres choses. Et donc en fait, en fonction de notre état ou de à notre échelle de vie, on va avoir un besoin d'information qui va être différent. Et donc je pense que dans tous les cas, les sujets ils sont extrêmement variés et il n'y a pas de sujet particulièrement pour lequel il faudrait s'attarder. Je pense qu'il faudrait vraiment toucher un peu tout dans la santé. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir dans les études en médecine un module réseaux sociaux pour dire aux médecins, vous aurez le devoir de communiquer par les réseaux pour lutter contre la désinformation sur notre métier? C'est une bonne idée, je n'y avais jamais pensé. Il se trouve que moi je le fais pour un certain nombre d'étudiants en médecine depuis 3 ans, depuis à la demande de Karine Lacombe, l'infectiologue de Saint-Antoine. Je forme les étudiants en médecine en 3e année dans le cadre du service sanitaire obligatoire, qui est donc une partie pour les étudiants de médecine où ils doivent sortir un peu des hôpitaux pour aller faire de la pédagogie sur les questions sanitaires. Et donc il y a dans cette préparation pour ces étudiants qui vont sortir des hôpitaux pour aller parler aux citoyens et notamment aux plus jeunes, une journée pédagogique sur la désinformation, et c'est moi qui m'occupe de l'animer et d'essayer d'ouvrir un peu un certain nombre d'écoutilles sur ces sujets-là. Et on voit bien que les futurs médecins et les étudiants en médecine sont très sensibles à ces sujets parce qu'avant même d'être des praticiens, ils sont déjà confrontés à cette désinformation qui leur est mise en face comme ça et sur lesquelles ils doivent trouver des solutions. Et s'ils ont bien la connaissance médicale, ils n'ont pas toujours une compréhension parfaite du fonctionnement de ces réseaux et donc du fonctionnement de cette traînée de poudre que peuvent être les fake news sur les réseaux sociaux. Et comment bien l'utiliser. Merci beaucoup Guillaume, on vous retrouve tout à l'heure pour le tour de table. Les médecins, les soignants s'y mettent au réseau et les citoyens aussi. Olivier, c'est vrai ça, collectif de citoyens. Alors le logo, je pense qu'on peut le voir, alors il est éloquent. C'est pas un vison, ce petit animal, c'est un pangolin. C'est un pangolin. Qui ne connaît pas le pangolin depuis la pandémie de Covid? Vous aussi, le moment de l'éveil et puis du sursaut, c'est la pandémie? Oui, honnêtement, oui. C'est vrai ça est une initiative qui a été créée par les 2 membres fondateurs qui sont Sylvain Tillon à Lyon et Guy Nagel, qui est avocat. Les deux se sont amusés à vouloir d'abord apporter un contrepoint sur des informations qui circulaient, notamment dans le cadre du Covid. Et se sont dit quand même, à nos échelles respectives, ça reste un peu limité, ce serait bien qu'on fasse un truc un peu plus sérieux avec une page entreprise. Et ils se sont amusés du coup à chercher un nom, c'est vrai ça, qui permettait de solliciter en fait de manière interrogative et pas être trop véhément lorsque le tag était posé sous un commentaire. Et puis le logo, le choix a été de prendre effectivement un pangolin en hommage au patient zéro du Covid,
pour justement garder cette trace-là et cette source-là qui était la pandémie. Pourquoi vous, personnellement, pourquoi vous avez rejoint cette aventure? Vous êtes médecin, vous êtes... Rien. Moi, je suis rien du tout. C'est l'énorme avantage ou l'inconvénient, je sais pas, mais je suis rien du tout. Moi, je suis rentré dedans. C'est Sylvain qui a fini de me draguer et de me convaincre de rejoindre l'aventure. J'intervenais déjà en fait à titre personnel sur les réseaux, où j'aime m'amuser quand même à aller chercher les sources d'informations originelles, savoir de quoi ça parlait, quels étaient les documents qui étaient à l'origine de telle ou telle information. Puis j'intervenais moi tout simplement dans le cadre de débats sur les posts LinkedIn. Et puis j'ai dû taper dans l'œil de Sylvain qui est venu me chercher en me disant ça ne te dirait pas d'intervenir et de faire des contenus, etc. etc. Puis c'est le genre d'engrenage, au final on y met un petit bout du doigt et puis on se laisse happer par la machine. Et puis c'est une passion aussi. Et c'est rudement intéressant, je m'intéresse à beaucoup de sujets, donc je suis toujours intéressé par plein de trucs différents. Et fatalement, rentrer dans la désinformation de manière globale, on est amené à s'intéresser à plein de sujets et à devenir expert du domaine où on veut montrer la vérité? Alors non, justement, je n'ai pas d'expertise. Donc en fait, je suis obligé, moi, d'aller chercher les paroles d'experts et de confronter différentes paroles d'experts et puis de m'assurer, en faisant le tri de toutes ces paroles d'experts-là, laquelle est la plus plausible sur étant, à défaut de dire une vérité, ne serait-ce qu'un consensus ou une tendance sur un sujet. Et c'est ce bouquet de connaissances hiérarchisées que vous proposez donc à ceux qui Exactement. suivent? En fait, la démarche, elle est surtout de montrer qu'il est possible d'aller chercher une information autrement que celle qui est régurgitée dans un post LinkedIn. Et de ne pas se contenter simplement parfois d'une affirmation qui est posée encore plus quand elle est sans source. Il y a quelqu'un qui vous affirme quelque chose qui n'étaye pas son propos. En général, c'est pas bon signe. Et l'Internet est suffisamment puissant pour qu'on puisse aller chercher malgré tout de l'information. Reste après à savoir quoi chercher, comment faire le tri, parce qu'on peut récupérer beaucoup d'informations et elles ne sont pas toutes pertinentes. Prendre le recul aussi, et de se dire là l'information on ne peut pas la déterminer comme étant vraie ou fausse parce que on n'a pas assez d'informations, c'est trop récent, ça peut être une enquête policière qui est en cours, ça peut être une information scientifique qui n'est pas encore avérée, qui n'a pas encore été recoupée. Donc des fois même on a parfois nous-mêmes des réserves sur les posts que l'on commente en disant on ne sait pas. Et ça peut prendre du temps. Vous pouvez passer des jours et des jours à expertiser. On essaie de faire ça assez rapidement malgré tout parce que l'information va vite, que le post tombe vite aux oubliettes dans le flux d'informations LinkedIn. Ou au contraire devient tellement partagé qu'on ne peut plus le contrer. C'est ça. Et il y a d'autres fois, en fait, l'information va revenir 1, 2, 3, 5, 10, 15 fois de manière consécutive avec des espaces de temps parfois répétés, etc. etc. Et ce qui fait que ça, c'est un avantage pour nous parce que quand on a déjà débunké une première fois et qu'il n'y a pas eu de grosses modifications dans l'état des connaissances, c'est tout prêt et puis ça repart. Vous-même, vous aviez été victime d'un Fox? Oui. Vous aviez cru des choses pour réaliser après que vous étiez fait avoir? Oui. Je pense que d'autres feront un coming out aussi à ce sujet, mais voilà. Oui. Plus jeune, j'étais tombé sur les théories du 11 septembre, par exemple. Sur le fait que ça a été fomenté avec des explosifs qui a été plantés dans les immeubles, on voyait les explosions, ce genre de choses. Sur des faux documentaires aussi, ou des documentaires qui sont plutôt trompeurs. Il y en a un qui m'avait beaucoup marqué pour ça, c'était Zeitgeist, donc c'est imprononçable. Oui, on est vieux ici. Donc Zeitgeist a été pour moi un documentaire révélateur sur le grand complot mondial qui existait dans le monde. Donc forcément, j'ai un peu marché dedans au début. Et puis à force d'aller chercher malgré tout par curiosité d'autres informations, on finit par démêler un peu le vrai du faux. Vous avez été l'autodidacte de votre formation. Aujourd'hui, vous iriez plus vite pour détruire rapidement ces hypothèses farfelues? Ça va dépendre des sujets. Oui. Ça va dépendre des sujets. Le sujet qui revient facilement, ça va être la Terre plate. La question de la Terre plate, elle ne se pose plus. Par contre, quand on veut s'intéresser sur les théories autour de la Terre plate ou des autres formes de Terre, par exemple, la Terre creuse, ce genre de choses-là, très rapidement, c'est plus long pour essayer de chercher le vrai du faux. Même si la connaissance scientifique, elle est certaine, c'est de dire c'est une grosse forme de patate un peu écrasée sur l'épaule et puis voilà. Le chemin est quand même plus compliqué. Et la santé, ce sont des thèmes où c'est particulièrement difficile d'aller reconstruire le chemin du vrai? Oui, parce que d'abord et avant tout, même si on a nous dans le groupe des experts santé, on a des médecins malgré tout, pour valider ou pour aller chercher des informations très poussées, très difficiles, qui ne sont pas accessibles. La santé est un domaine qui est extrêmement compliqué parce que
par définition, ça va dépendre du patient, du protocole de soins, ça va dépendre des pathologies, ça va dépendre de beaucoup de facteurs qui aujourd'hui sont absolument pas accessibles sur les réseaux sociaux et encore moins sur un post LinkedIn. Vous avez des médecins dans ce collectif de citoyens, je suppose, donc ils s'emparent d'emblée de ces sujets-là. Alors d'emblée, non, en fait, ils viennent surtout à notre secours quand nous on est embêtés. C'est-à-dire que nous, il y a certains sujets sur la santé, on peut prendre un truc un peu bateau comme la vaccination sur le Covid, pour lesquels, en fonction des informations qui tombent, il n'y a pas besoin d'un médecin pour effectivement réussir à déterminer la pertinence de l'information qui est communiquée. Dernièrement, il y avait l'étude de Kathleen O'Grady, un truc comme ça, sur les effets de la vaccination, notamment, et sur les fausses informations qui avaient circulé autour de ça, avec Loni Besançon, je crois. Donc, je dis tout ça de tête. Faudra revérifier. On vérifiera. Nos internautes vérifieront. N'hésitez pas à me débunker. Et là, ça a été facile On est armé ou au contraire Parce qu'en fait, le papier a été largement soutenu par la communauté scientifique. Ça a recoupé beaucoup d'informations, donc en fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'en fait ils vont recouper plusieurs informations sur plusieurs études. Et en fait, ça permet d'avoir une vision plus globale et plus précise, plus générique, de cas précis. Et ça permet d'avoir en fait un consensus assez certain sur la fiabilité statistique d'un soin, d'un protocole quel qu'il soit, etc., etc. On a eu encore des cas dernièrement sur les cas graves liés à la vaccination du Covid-19. Oui, il y en a, mais l'information, ce n'est pas qu'il y ait des cas graves dus au vaccin, c'est le fait que les cas graves liés au vaccin sont largement inférieurs en statistique que ce qui est supposé faire la maladie. Et donc fatalement, en fait, c'est cet équilibre-là qu'il faut remettre en considération. Et c'est là où l'information est parfois la plus difficile. C'est-à-dire qu'on peut dire une information vraie, il y a des cas secondaires graves liés à la vaccination, oui, mais l'information n'est pas simplement de prendre cette information statistique-là, c'est de la mettre en corrélation avec ce contre quoi elle est censée lutter. Et ça, effectivement, ça peut parfois prendre plus de temps. Le fait qu'en matière de santé, quand il y a des innovations, on ait besoin d'un temps long pour avoir le retour précis sur l'efficacité, les effets secondaires, etc., ça joue contre vous ? Fatalement, oui. Et ça a même été pendant un temps un discours qui consistait à dire le vaccin n'a pas fait ses preuves. Le vaccin contre le Covid a été développé rapidement, donc c'était quelque chose qui a été mis en production assez rapidement. Les phases cliniques sont allées assez rapidement aussi. Et en fait, il y avait un doute légitime que les gens pouvaient avoir en disant en fait, ils nous envoient on ne sait pas trop quoi, ça n'a pas été testé, on ne connaît pas les effets à long terme, sans qu'on puisse définir ce qu'est le long terme. C'est combien ? C'est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans ? À quel moment on considère que le long terme est vraiment passé ? Et pour lesquels, en fait, il y a eu beaucoup de gens pour lesquels c'était très compliqué de faire l'association, de dire il peut y avoir un traitement sur lequel on attend longtemps pour savoir les effets, et d'autres pour lesquels, au final, c'est sur le volume de personnes sur lesquelles le soin va être donné que l'on va pouvoir savoir si effectivement il y a des effets ou pas. Ce n'est pas forcément un facteur temps. Qu'est-ce qui fait la valeur citoyen de ce collectif ? Pourquoi dire collectif citoyen ? C'est une très bonne question. Vous prenez la place des politiques qui ne font pas leur travail, des régulateurs qui sont en échec ? Non plus. Je ne sais pas si on prend la place. Je pense qu'on occupe simplement un espace qui est justement celui du citoyen, de la personne complètement lambda. Mais qui n'a pas forcément le temps de le faire, ce travail, vous le faites. Ou qui n'ose peut-être pas le faire. Je pense qu'il y a des gens aussi qui parfois voient des contenus qui sont à faible valeur ajoutée et pour lesquels ils sont tentés de dire non, on raconte de la flûte. Et au final, ne prennent pas le temps malgré tout d'amener la contre-information, l'argumentation et d'expliquer pourquoi, même s'ils ont un domaine d'expertise, pourquoi est-ce que cette information-là, ils la zappent directement. Et l'idée du collectif citoyen, c'était simplement que le citoyen ne soit pas passif dans son activité, qu'il soit en mesure d'avoir, avec les outils qu'il a déjà à sa disposition, être en capacité d'aller chercher une information, la recouper, s'assurer que ce qui lui est raconté par quelqu'un qui va revêtir, lui, un argument d'autorité, puisqu'il est auteur d'un poste, qu'on puisse être capable de dire est-ce que ce que l'on nous raconte est justifié ou pas. Un dernier mot, pourquoi LinkedIn ? C'était le réseau social sur lequel sévissait auparavant Sylvain Tillon avec un autre copain à lui, avec Copypost. Donc à l'époque, il s'amusait à pister et à chercher les posts LinkedIn qui étaient des copier-coller et qui avaient cette viralité-là parce que c'était des trucs d'un bateau sans nom mais qui marchait. Dans un réseau CSP+, réputé tel. Ouais. Réputé sur du professionnel. Et au final, la démarche initiale n'était exclusivement concentrée sur LinkedIn parce que c'est un réseau social
qui a pour vocation à être professionnel, sur lesquels l'information est censée être de qualité. On est censé avoir des experts qui parlent de leur domaine d'expertise dedans et pour lesquels on est censé avoir une confiance naturelle être donnée. Et puis le problème, c'est que le réseau LinkedIn n'est pas hyper regardant sur tout ce qui est modération. Donc vous le faites à leur place. Alors non, nous on ne modère pas et on n'appelle pas à la modération. C'est-à-dire que notre job consiste à répondre et à apporter un contrepoint sur un post. Donc on ne peut pas se permettre à ce que le post soit supprimé, sinon notre travail disparaît avec. Et puis on n'est pas non plus là pour faire la police en disant toi tu as le droit, toi tu n'as pas le droit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais au moins pour apporter un point de vue différent et en disant nous, simples citoyens, on a trouvé ça comme information. Eh bien, longue vie à C'est vrai ça. On va essayer. Thomas Huchon, c'est important les collectifs citoyens, une sorte de blockchain comme ça de la vérité. Mais quand j'écoutais la démarche finalement de gens qui vont chercher des infos, les hiérarchiser, les recouper et à la fin les diffuser, ça m'a fait penser à un métier. Oui. Évidemment, mais ça m'a fait penser au métier de journaliste. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Non, mais moi je trouve ça remarquable et je trouve ça très bien que des citoyens s'investissent sur ce sujet-là. Et ça montre bien que finalement, l'une des problématiques, c'est que dans un monde dans lequel on peut tous être à la fois consommateurs et acteurs de l'information, eh bien, il devient à peu près nécessaire pour n'importe quel citoyen qui fréquente les réseaux sociaux d'avoir à la fois des bases de vérification de l'information et s'il veut lui-même publier des choses, eh bien, un tout petit peu de notion de déontologie journalistique et de méthodologie. C'est très bien que tout le monde s'imagine qu'il puisse être un journaliste demain. N'oubliez pas quand même que c'est un vrai métier, qu'il y a 2-3 compétences à développer et que c'est pas totalement imbécile d'imaginer de travailler un petit peu les choses avant de les publier, quoi. Alors l'infox entre dans un nouvel âge avec l'intelligence artificielle. Alors les plus pessimistes vont dire que ça va donner une puissance de feu qu'on ne pourra plus combattre à l'infox et au mal. D'autres vont dire non, au contraire, voilà enfin des outils qui arrivent qui nous permettent de lutter plus vite, en tout cas aussi vite que les méchants contre l'infox. Eh bien vous avez créé Anti-Fake News AI. Ça c'est Huchon 2.0. Ouais, c'est une forme de Huchon 2.0. C'est un peu né d'un constat de désespoir, il ne faut pas le cacher. Moi, ça fait 10 ans, avec Jean-Bernard, qu'on essaie de lutter contre la désinformation en ligne. Comme je le disais lors de la précédente table ronde, un peu en fabriquant de l'information qui correspondait à celle que nous, on voulait consommer, c'est-à-dire à faire des documentaires, à faire des enquêtes, à prendre du temps long, à fabriquer des choses avec vraiment un investissement en termes de production, de qualité éditoriale, de qualité graphique aussi, à faire nos métiers comme on voulait le faire. Et là, moi, j'essaye d'adresser, un peu comme vous, les lieux de consommation de l'information et d'aller occuper le terrain sur le lieu où est consommée l'information. Alors je suis malheureusement, même si c'est un double moi, très loin des chiffres d'audience de notre camarade qui est ici devant nous, mais effectivement l'idée c'était de créer un compte sur les réseaux sociaux les plus consommés par les plus jeunes, donc TikTok et Instagram. On a aussi une chaîne sur YouTube, pour fabriquer le plus vite possible des contre-discours face à la désinformation, parce que l'un des facteurs sur lequel on a le plus de mal à jouer, c'est le temps. En gros, entre le moment où on va découvrir une fausse information, enquêter pour la déconstruire, fabriquer un contenu et le diffuser, il y a bien souvent plusieurs jours qui sont passés. Et le mal est fait. En tout cas, les algorithmes vont faire en sorte que ça va être très difficile d'aller rattraper le mal qui est fait. Donc l'idée, c'est d'aller plus vite. Parfois de manière un petit peu disruptive, c'est l'idée du faux journaliste qui lutte contre la fausse info. On va regarder l'avatar que vous avez créé pour justement montrer ce que l'on peut faire et essayer de voir après si on peut retourner ça au service du bien. Thomas Huchon, avatar, ne croyez pas ce que vous voyez, mais regardez, c'est passionnant. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle. Ce que l'on peut faire en 2024 est hallucinant. Je peux prendre la voix de Jean-Luc Mélenchon. Ou celle de Gabriel Attal. Voire même celle d'Angèle, pourquoi pas. Autant vous dire qu'avec les élections américaines qui approchent... Es ist verrückt. Ich kann sogar Deutsch sprechen. Il va falloir redoubler de vigilance en 2024 sous peine d'être totalement en mode... Balance ta fake news. Je n'ai jamais dit ça. J'aurais pu le dire quand même. Vous auriez pu le dire, mais vous ne l'avez pas dit. On va quand même expliquer la démarche. On peut tout faire. Qu'est-ce que je vous ai demandé ? Je vous ai demandé de vous enregistrer 2 minutes votre voix. Mais pas ce texte-là. Non, pas ce texte-là. Vous avez dit ce que vous vouliez dire. Vous auriez pu lire je l'ai lu du Molière. Santé. Voilà, vous m'avez lu du Molière. On aurait pu lire le dictionnaire. Et avec cet échantillon de voix, de votre voix, on a pu recréer un modèle et donc taper du texte et faire dire à cette voix à peu près ce que l'on voudrait. Ça pose un immense problème.
Ça pose un immense problème qu'on puisse faire dire à n'importe qui absolument n'importe quoi dans des périodes électorales, mais pas seulement, en question de santé, mais pas seulement. Mais ça pose majoritairement un problème parce qu'on n'a pas résolu le problème précédent. Le problème, ce n'est pas de pouvoir fabriquer toutes ces choses-là. Le problème, c'est qu'on peut les diffuser. Et en réalité, les intelligences artificielles génératrices de contenu auxquelles on est confronté aujourd'hui, ChatGPT, Midjourney, AgeN, qui fabriquent des contenus plus vrais que nature, elles nous posent un problème, avant tout parce qu'on peut diffuser n'importe quoi sans qu'il y ait de responsabilité à celui qui la diffuse. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a toujours pas réglé le problème des réseaux sociaux et du bordel informationnel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, ce nouvel élément dans cette situation qui est déjà extrêmement problématique, eh bien là, risque de faire absolument exploser tous nos garde-fous et tous nos modes de protection. C'est ça, en fait, le vrai problème que nous pose aujourd'hui la situation dans laquelle on est. Je prends un médecin connu, je lui fais dire, parce que j'ai enregistré sa voix à la télé, manger des concombres crus pour guérir du cancer. Ça passe, c'est diffusé. Ça passe. Qu'est-ce qu'il peut faire contre moi ? Eh ben, qu'est-ce qu'il pourra faire contre vous ? Il pourra porter plainte. S'il m'identifie. S'il arrive à vous identifier, ce qui sera la deuxième partie du problème. On a eu 2 cas très récents. Un YouTuber qui fait des vidéos d'histoire, qui s'appelle Nota Bene, qui est très connu, qui fonctionne très bien, qui s'est fait usurper sa voix sur des comptes TikTok par des gens qui allaient récupérer effectivement de l'argent en faisant croire qu'ils étaient Nota Bene. On a eu une consoeur, Élise Lucet, qui a été victime très récemment d'une campagne de deepfake audio dans laquelle on lui faisait dire qu'elle engageait sa crédibilité en faveur des crypto-monnaies et qui renvoyait vers des sites pour acheter des crypto-monnaies. Vous imaginez, si la papesse de l'investigation dans notre pays vous recommande d'acheter des crypto-monnaies, immédiatement, vous avez très envie d'aller acheter des crypto-monnaies. Elle a porté plainte et il y a une enquête du Monde qui montre que là, on est à mi-chemin entre la désinformation, l'arnaque financière et l'influence étrangère, parce qu'en réalité, cette opération qui concernait Élise Lucet, mais aussi Francis Cabrel ou d'autres vedettes françaises, eh bien, venait de Russie. Donc ça montre bien que ces nouvelles possibilités de diffuser n'importe quoi, un peu n'importe comment, elles permettent effectivement la circulation d'informations fausses, d'informations sanitaires, mais elles permettent aussi à d'autres pays de venir foutre le bazar chez nous, que ça soit pour des questions politiques, mais pas seulement. Et ça pose aussi un autre problème parce que il y a un moment où se défendre contre les désinformateurs nationaux, c'est déjà un sport de combat. Mais si en plus on ajoute les puissances étrangères, là ça commence à ressembler à un combat assez inégal. Et on a beau être tous un peu des Astérix dans ce pays, il y a un moment, l'armée romaine, elle est quand même plus costaud que nous. Est-ce que j'aurai dans quelques temps à ma disposition un outil où je pourrais faire écouter cette vidéo ? Il me dira, c'est faux. Alors, il existe des outils qui essayent de le faire. Un détecteur de... Ouais, mais pour l'instant, ils ne sont pas suffisamment efficaces. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'à terme, ces intelligences artificielles spécifient dans leur rendu le fait qu'elles sont modifiées par intelligence artificielle. Un petit peu comme certaines publicités qu'on voit aujourd'hui où on nous indique que les mannequins que l'on voit ont été retouchés par Photoshop. Et donc pour l'indiquer aux personnes qui vont être soumises à ces images, je crois qu'il y a un vrai enjeu de développement de l'esprit critique, il y a un enjeu de savoir que ça existe pour être capable de s'en prémunir un tout petit peu. Et il y a aussi un enjeu de régulation. Quand on touche à des entreprises qui sont dans des pays qui respectent à peu près les lois, je pense notamment aux entreprises aux États-Unis, on a un petit espoir qu'elles se soumettent à des régulations internationales sur le sujet. Quand on va aller vers des fabricants d'intelligence artificielle qui sont dans des pays un peu moins regardants sur les principes démocratiques ou sur les lois, on pense bien sûr à la Chine ou à la Russie, là c'est beaucoup plus difficile. Ça va encore une fois remettre la responsabilité sur celui qui diffuse tous ces contenus, d'où que viennent ces produits fabriqués par intelligence artificielle. S'ils passent par LinkedIn, par Instagram ou TikTok ou par Facebook pour les moins jeunes, vraiment, c'était pas très sympa. Voilà. Eh bien, ça fait quand même, ça montre encore une fois que le cœur du problème, c'est le rôle de ces plateformes et à la fois notre capacité à agir ou en tout cas à exiger qu'il se passe quelque chose d'autre que cette espèce de Far West dans lequel nous sommes. En attendant qu'on régule ça, le conseil à donner, c'est méfiez-vous de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez. Vous me disiez quand on préparait l'émission, c'est tous les jours 1er avril. Il y a des poissons partout. Alors effectivement, l'avantage du 1er avril, c'est qu'on se méfie. Il faudrait que ça soit le 1er avril tous les jours. C'est presque un petit peu bizarre cette situation dans laquelle on est. Non, je crois qu'il faut avant tout se méfier de ce qu'on a envie de croire.
La principale réflexe de la croyance dans une fake news, c'est qu'elle correspond un petit peu à quelque chose qu'on aurait envie de croire. Et donc, je crois qu'il faut être capable de penser contre soi-même, de s'interroger. Vous invitiez Descartes au début de la première table ronde à se joindre par l'esprit critique à nos débats. C'est exactement ça. Je crois qu'il faut reprendre un petit peu cette idée. Il faut avoir conscience que le cerveau est une machine merveilleuse, mais qu'il a des défauts. Et que bien souvent, ce cerveau qui est notre meilleur allié devient notre pire ennemi à partir du moment où ça va un peu dans le sens de ce que l'on croit déjà. Il faut se méfier un petit peu de nous-mêmes, en réalité, pas uniquement des autres, mais de nous-mêmes, de notre capacité à croire des choses qui ne sont pas vraies, de notre capacité à aller vers les choses les plus choquantes, les plus fortes. En réalité, ce n'est pas toujours ça qui sont les plus factuelles et les plus sourcées, et c'est bien le problème. Jean-Bernard Schmitt, bonne nouvelle dans tout ça. Avec cette intelligence artificielle, on ne croira plus les vidéos, les audios qu'on entendra sur les réseaux sociaux. On va retourner vers les grandes marques d'information. Parce que quand on verra une marque, on se dira là, ça ne peut pas être du faux parce qu'eux, ils seront punis s'ils trichent. Si vous pouviez avoir raison, ça serait si simple. Non, mais cela dit, hélas, c'est vrai que les grandes marques d'information pourraient constituer un recours, à nouveau. Hélas, on se rend compte que les grandes marques d'information subissent une défiance énorme de la part de toutes les sphères complotistes, etc. Mais plus globalement, sont tellement assimilés très souvent dans certaines sphères au pouvoir de l'élite, etc., que de toute façon, tout ce qui va pouvoir sortir de ces sources-là est souvent d'emblée suspect. Néanmoins, et vous avez raison, tout ce travail d'éducation que l'on mène, qu'on a beaucoup mené ensemble avec Thomas et que ici tout le monde mène, passe d'abord par la sensibilisation, notamment des plus jeunes, pas les autres aussi, mais notamment des plus jeunes, à ce que sont des sources fiables, vérifiées, etc., à la nécessité d'aller se poser les bonnes questions et d'aller chercher l'information. Alors, démêler le vrai du faux, ça a été le cœur de votre enseignement, notamment à Sciences Po et maintenant au CFPJ. Pour les plus jeunes, ça veut dire quoi démêler le vrai du faux? On va chercher une source, mais on tombe sur une source à l'étranger. Comment on sait si elle est bonne ou pas? On va aller à la source de la source? Il y a une banque des sources labellisées? Non, hélas non plus, il n'y a pas de banque de sources labellisées. Non. Ça commence par une posture, en fait. Ça commence par une attitude. Et en fait, si on peut... Le combat, souvent, dont on est très inégal, nos armes, notre principale arme, c'est notre esprit critique. Et d'ailleurs, Spicy Educ dont vous parliez, la baseline, c'est l'esprit critique a besoin d'exercice. Exerçons notre plus bel outil, notre plus belle arme, qui est l'esprit critique. Donc, je n'avale pas ce qu'on me donne, voilà. Pourquoi pas, mais je vais approfondir. Exactement. En gros... Prenons un mensonge qui va commencer à circuler sur les réseaux sociaux, de toute façon, est irrattrapable. Au bout d'un moment, il va pouvoir être démonté, en partie, mais de toute façon, toute une partie des dégâts est faite. Donc on a intérêt, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener ce combat-là, attention, il faut évidemment le mener. Il faut mener un combat contre les éditeurs, là on est bien d'accord. Mais il y a toute une partie de travail qui peut être fait en amont. Protégeons-nous au maximum en essayant d'avoir l'attitude justement d'esprit critique la plus favorable à la réception de ce flux incroyable et terriblement angoissant d'informations qui peut nous arriver. Donc sous-entendu, ayons la bonne posture de questionnement par rapport à tout ce qui nous arrive. Comme vous dites, certaines choses vont pouvoir être vraies, d'autres fausses, etc. Mais au moins, ayons les bons réflexes. On parlait des biais cognitifs dont nous sommes tous victimes. Déjà, si on en connaît un peu, si on sait. Vous demandiez, est-ce qu'on a tous été pris au piège par des fake news? Bien évidemment, évidemment. D'ailleurs, ce sont des bonnes leçons, mais on a tous été pris au piège et c'est une leçon de modestie permanente. Il n'y a pas de remède ultime, certainement pas. Donc on doit toujours entraîner son esprit critique et à certains moments, parce qu'on est plus fébrile, plus fragile, plus angoissé, on va avoir une tendance à être plus exposé et plus susceptible de croire certaines choses. Donc il faut savoir tout ça pour pouvoir s'en prémunir. L'étudiant en journalisme, développer son esprit critique, il sait que c'est dans le cadre de sa formation. Pour les jeunes, est-ce qu'on a des moyens de leur dire vous serez plus heureux en développant l'esprit critique? Comment on peut amorcer cela? C'est uniquement à l'école que ça va se jouer? Pas uniquement, mais alors ça doit se passer à l'école, c'est sûr. Pour les jeunes, ça doit se passer à l'école. Pas uniquement. En fait, quand je dis pas uniquement, ça doit se passer partout. Nous, on croit beaucoup à la sphère familiale, évidemment. D'autant qu'arrivent des générations de parents qui ont grandi là-dedans. Mais bien sûr. Donc il faut attaquer le problème par toutes les faces. C'est comme une montagne, il y a toutes les faces, il faut l'attaquer sur toutes les faces. Une des faces,
c'est l'école, c'est bien évidemment l'école. Pourquoi ? Parce que d'abord, tous les jeunes, tous les enfants y passent. Et puis et ça c'est une chose qu'on a beaucoup dite avec Thomas, en fait, démêler le vrai du faux, ça doit être un savoir fondamental au même titre que savoir lire, savoir écrire et savoir compter. On ne reviendra pas en arrière sur ce qui fait la nature aujourd'hui de notre système informationnel. On ne reviendra pas en arrière, sauf à interdire tous les réseaux sociaux demain. Pourquoi pas ? Une ère de dictature intégrale pourrait arriver, on n'en prend pas le chemin, même si, évidemment, il faudrait les réguler. Mais sauf à revenir totalement en arrière, il va falloir s'y faire, et il va falloir admettre les nouvelles règles du monde informationnel telles qu'elles sont. Bon. Eh bien, une des façons de se prémunir contre ça, c'est de dire aux jeunes, aux enfants, dès le plus jeune âge, eh bien désormais, parmi tous les savoirs que tu dois acquérir et dominer, il y a cette capacité à s'interroger en permanence sur ce qui fait le vrai ou le faux d'une information. Comme on leur enseigne le codage informatique, on doit leur enseigner ça. Spicy Educ, votre plateforme, ça participe de cela ? Tout à fait. C'est leur donner la boîte à outils pour affronter ce monde de l'information ? Tout à fait. Et c'est même... Alors, Spicy Educ, c'est tout à fait ça. Et en plus, l'idée de Spicy Educ, c'est de donner cette boîte à outils, de livrer des outils justement à ceux qui sont en face des jeunes. Parce que c'est plus simple peut-être pour nous qui sommes tous soit baignés dedans ou des professionnels de l'information de se dire, bon, voilà les outils qu'on peut mobiliser, voilà les savoirs, voilà les méthodes, etc. C'est très difficile pour les autres et c'est notamment très difficile pour les enseignants parce que d'abord, ils n'ont pas nécessairement été formés là-dessus, pas du tout même si évidemment, et Virginie Sassoon en parlait dans la table ronde précédente, évidemment, il y a des tas de choses qui sont faites, mais ça veut dire que c'est un travail permanent. Puis les enseignants, ils sont confrontés à des jeunes qui justement subissent des tas d'influences, s'informent de manière très différente et il faut qu'ils puissent leur répondre. C'est même les premières personnes qui doivent pouvoir leur répondre. Et puis il y a aussi une autre chose, le savoir académique, on va dire, habituel, il est confronté aux fake news. Aujourd'hui, on le sait, l'histoire est contredite par des enfants à l'école. Les sciences sont contredites par des enfants à l'école. Et les enseignants, quels qu'ils soient, primaires, secondaires, etc., doivent pouvoir répondre à ces contradictions, à ces mises en cause du savoir. On va regarder, Spicy Educ, à quoi ça ressemble en termes d'image. La vidéo. Théorie du complot, fausses informations, rumeurs. Face à la prolifération du mensonge, notamment sur les réseaux sociaux, comment démêler le vrai du faux et exercer sereinement notre esprit critique ? Grâce à la nouvelle ressource numérique Spicy Educ. Conçue par des professionnels de la télévision et de l'éducation, Spicy Educ est la première plateforme vidéo dédiée à l'éducation aux médias et à la lutte contre la désinformation. Cet outil pédagogique unique met à disposition des enseignants, documentalistes, formateurs, éducateurs, des vidéos et des exercices pour apprendre à décrypter l'info et déjouer les pièges du mensonge. Pourquoi le Covid-19 est-il une machine à théorie du complot ? À quoi servent les médias ? Quels sont les tours que nous joue notre cerveau ? Pour répondre à ces questions, Spicy Educ propose des modules explicatifs et ludiques. Il s'appelle Aristide Briand. Des documentaires, des parcours thématiques ainsi que des fiches pédagogiques pour vous guider dans l'élaboration de vos séances. En tout, des centaines de formats exclusifs en lien avec les programmes scolaires du collège et du lycée. Totalement conspi. Tout cela disponible de façon illimitée pour toute la communauté éducative. Et pour faciliter vos recherches, tous les formats sont également identifiés par mots-clés. Pour abonner votre établissement, rien de plus simple. La plateforme Spicy Educ est accessible sur www.spicy-educ.com, mais aussi via le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources du ministère de l'Éducation nationale. Alors n'attendez plus, demandez un devis. Donc voilà, ça c'est un arsenal que vous tenez à la disposition des enseignants des établissements. Tout à fait, ça fonctionne comme ça. C'est une sorte de Netflix de la désinformation. C'est-à-dire que j'utilise cette image parce que l'utilisation est très simple, elle est très intuitive. En gros, les établissements scolaires, notamment via les professeurs documentalistes, énormément d'enseignants de sciences, d'histoire, etc., abonnent leur établissement. À partir de ce moment-là, les élèves, les parents, les enseignants et aussi les parents ont accès à ces ressources et on peut travailler, comme on le dit, en cours dans des ateliers, faire des séances, etc. En autonomie, les jeunes peuvent travailler chez eux et ils peuvent travailler aussi, voir les choses, des documentaires notamment avec leurs parents. C'est une façon aussi de faire rentrer ces notions dans la cellule familiale. Combien d'établissements abonnés ? Aujourd'hui, on est à peu près sur 300 établissements abonnés en France. Donc c'est un tout début. C'est un tout début parce qu'il faut... l'une des clés, c'est essentiel. Elle a été lancée il y a peu de temps, la plateforme. L'une des clés, c'est essentiel. Ça passe notamment par
les collectivités territoriales qui, vous le savez, financent beaucoup les établissements scolaires et qui sont de plus en plus sensibilisés à ces questions-là. Par exemple, on est rentré dans un bouquet de ressources proposé par la région Île-de-France. Et déjà, voilà, ça c'est essentiel. Et du coup, les établissements ont besoin évidemment de savoir que cette ressource est mise à leur disposition. La santé, dans tout ce que vous offrez sur cette plateforme, c'est un chapitre important. Essentiel. De toute façon, et je pense que tout ce qu'on vient de se dire là pendant 2 heures le montre, c'est un chapitre essentiel de la lutte contre la désinformation. La santé, c'est pourquoi ? Parce que d'abord, ça touche notre intimité. Donc ça veut dire qu'on est extrêmement sensible à ces questions-là. Et dès qu'on va tomber sur une fake news, elle va avoir un impact particulier à cause de ça. Et en même temps, parce que ça concerne tout le monde. Donc c'est cette double dimension qui fait que c'est un vecteur et un secteur particulièrement sensible de la désinformation. Nous, on travaille beaucoup sur ces questions-là. Évidemment, comme pour tout le monde, le moment du Covid a été essentiel parce que ça a été une telle explosion d'angoisse, et d'abord, dans un premier temps, qui a donné libre cours à toutes ces interprétations, toutes ces folies, toutes ces théories totalement dingues et dangereuses, qu'il a fallu s'armer contre ça. Et puis, on en parlait, la santé, c'est peut-être un des secteurs dans lesquels, justement, nos biais cognitifs sont les plus en action, dans lesquels notamment notre besoin de confirmation de ce que l'on peut penser, etc. Et nos angoisses. Donc, en fait, on touche vraiment un secteur qui est universel. C'est pour ça que la santé, c'est aussi important dans la lutte contre les fake news, parce que c'est effectivement universel. Et on a besoin de journalistes scientifiques. Donc pour les jeunes on a besoin de journalistes scientifiques. On a besoin de journalistes tout court déjà, parce que c'est vraiment. Non, mais c'est très important parce que, comme le disait Thomas, c'est un vrai métier. Et ça, c'est un énorme problème. Donc c'est un vrai métier avec ses règles, avec ses codes, avec sa déontologie, avec sa rigueur. Et donc ça, c'est très, très important. Et on a besoin de journalistes scientifiques, bien sûr, parce que cette information, et notamment dans le secteur de la santé, elle est de plus en plus complexe à trouver, à aller chercher, comprendre. Et à donner au grand public. Et à vulgariser. Donc nous, on forme notamment des journalistes qui vont savoir justement traiter, comprendre, analyser et vulgariser cette information scientifique. Et aussi, ce qui est très important, on forme aussi des scientifiques qui vont devoir défendre leurs travaux, qui vont devoir expliquer ce qu'ils font, parce que c'est pas si simple quand on a travaillé 10 ans, quand on travaille depuis 10 ans sur une question et se retrouver sur un plateau de télévision ou sur les réseaux sociaux et d'avoir à répondre à des théories totalement farfelues, à des attaques, et d'arriver à synthétiser les choses, à les rendre compréhensibles rapidement. Et donc on forme aussi les scientifiques à savoir expliquer mieux leurs travaux. Merci beaucoup à tous les quatre. On passe aux questions, on passe à vos questions. La première est pour vous, Guillaume. Valentine demande comment faire pour convaincre un patient qui a eu une mauvaise expérience. Elle donne un exemple précis. Quelqu'un qui est passé par une imagerie médicale, on lui a injecté un produit de détection. Il a eu mal, il a souffert, il est persuadé que c'est le produit. Et il raconte que ce produit fait mal, que ce produit est dangereux. Comment on fait pour le convaincre ? C'est une bonne question. C'est drôle. En fait, je pense que la chose qui est très compliquée en tout cas actuellement, c'est que quand un patient va avoir une idée, c'est vrai qu'essayer de lui déconstruire son idée, c'est toujours compliqué. Surtout quand c'est son expérience vécue, il est dur comme fer, il l'a ressenti dans sa chair. C'est toujours très compliqué. Malheureusement, après notre rôle aussi en tant que médecin, c'est toujours aussi écouter l'expérience qu'a vécu le patient pour essayer de la comprendre et essayer de lui expliquer que normalement, ça fait pas mal dans cet exemple-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vraies règles ou en tout cas de bonnes façons de faire. En tout cas, moi, je sais que personnellement, quand j'ai quelque chose, si je suis dans une situation à peu près équivalente, la chose que je vais faire, c'est écouter le patient, essayer de comprendre pourquoi il a eu mal, moi, lui faire comprendre que normalement, dans 99% des autres cas, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais malheureusement, la santé, c'est jamais du 100%. Et c'est possible que des fois, il y a des petites différences. Et il a besoin d'autres hypothèses, d'autres réponses, d'aller chercher d'autres cas comme le sien pour dire, voilà, vous n'êtes pas seul ? Souvent, des fois, en effet, quand il y a ce genre de situation, ils vont aller regarder un peu ce qui se fait sur Internet, sur les réseaux, pour venir appuyer leurs arguments. Et là, notre rôle, il est essentiel, justement, pour venir aussi leur faire comprendre que, certes, il y a cette information qui circule, mais ce n'est pas parce qu'elle circule que c'est une réelle réalité et que c'est une vraie information. Et c'est par notre expérience aussi personnelle qu'on va aussi essayer de déconstruire cette information. Merci beaucoup. Question piège, question délicate, c'est pour vous, Thomas. Samuel nous demande, que pensez-vous d'Hugo Décrypte ? Écoutez, comment dire du mal d'Hugo Décrypte ? Hugo Décrypte, justement, il est un peu à mi-chemin entre
les démarches citoyennes et il est devenu depuis non seulement un journaliste, mais un patron de presse. Hein. C'est aujourd'hui une entreprise florissante qui emploie plus de 20 personnes pour fabriquer de l'information de qualité sur des formats qui correspondent aussi à ce que consomment les plus jeunes. Et il vient même de lancer un nouveau média qui a pour vocation d'aider les jeunes à rentrer dans la vie active et donc de répondre à des questions très concrètes et très pratiques. Moi, Hugo Décrypte, je valide à 200%. Et mon avatar aussi. Donc 300%. Ça devient même un référent pour les pouvoirs publics, ça devient un intermédiaire obligé. Alors je pense qu'il est en train de s'imposer effectivement comme une forme d'intermédiaire. Vous avez raison, il a même été utilisé par certaines chaînes d'information du service public. J'ai souvenir d'un débat, de questions qu'il avait posées à Marine Le Pen dans une grande émission politique, il me semble, et il devient lui-même une des figures de l'information dans notre pays, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que déjà il est très talentueux. Il a une autre immense qualité, c'est qu'il est très humble. Et que c'est probablement quand on est sur ces mécaniques de réseaux sociaux où notre image est très utilisée et tout, il y a un petit phénomène d'ego qui peut venir un peu perturber tout ça. Et finalement, plus on s'écoute parler, plus on prend le risque de dire n'importe quoi. C'est aussi l'autre mécanique de la désinformation, c'est de croire qu'on sait plus que ce que l'on sait vraiment. C'est l'illusion de connaissance qui peut faire très mal. Voilà. Et puis surtout, je crois qu'il a une dernière grande vertu, c'est qu'il cherche à parler aux jeunes à hauteur de l'information. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas du tout à être un donneur de leçons d'aucune sorte. Et en même temps, ce qu'il fait est très structuré, très cadré, très sourcé, très vérifié. Donc il joint en fait les deux points positifs d'une information de qualité, c'est-à-dire qu'il considère son public à la hauteur de ce qu'il voudrait être considéré, et en même temps il le challenge en fournissant de l'information de qualité. Meilleur décrypteur parce que pas volonté d'être influenceur. Alors effectivement, mais je crois que c'est peut-être la meilleure manière d'être un influenceur bienveillant, c'est finalement de mettre à la disposition du public l'information de la meilleure qualité et de miser sur le fait que avec la meilleure information possible, les gens seront les meilleurs citoyens possibles. C'est la bonne méthodologie ? Je vais rebondir juste sur Hugo Décrypte, ce qui est très drôle du coup, parce que j'ai vu passer une de ses vidéos il n'y a pas plus tard que 2 jours, sur un IRM qui a été un nouveau IRM français, qui a une puissance x10 sur ce qui est fait avec les IRM actuels. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en effet, moi j'adore ce qu'il fait et que l'information qu'il divulgue en général est exacte, presque à 100%. Et bien récemment, je trouve qu'il a fait une comparaison justement sur ces 2 IRM. Et en fait, la séquence qu'il a pour comparer en fait, la différence de qualité, c'était pas les 2 séquences qui étaient comparables. Donc en fait, mais alors, son information reste 100% vraie, attention, je ne remets pas en question. Mais même des fois, dans des petits détails où on a quelqu'un qui l'ensemble des informations qu'il va divulguer sont exactes, on a quand même, des fois, on peut faire des petites erreurs. Est-ce que vous en avez fait, vous, un post correctif en disant, c'est possible. Moi, c'est déjà arrivé, bien sûr. Décrypter Hugo Décrypte ? Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai hésité à lui mettre un commentaire et j'ai fait bon, ça sert à rien. Combien de temps vous consacrez à la création d'un post, vous demande Christophe ? C'est relatif. Des fois, ça va être très rapide parce que ça va être quelque chose de très spontané, avec une situation de vie, je vais la raconter à ma manière. Ou puis des fois, ça va être quelque chose de beaucoup plus scientifique où on va essayer de faire deviner un diagnostic. Donc je vais devoir me poser, bien mettre la caméra, parce que je fais beaucoup de facecam, donc je prends la caméra et puis je me filme et je raconte. Et puis des fois, je pose, ça dure 20, 30, 45 minutes. Enfin, c'est assez variable en vrai. C'est variable. Jean-Bernard, Lily voudrait savoir s'il y a une source qui permet de dire si une info santé est une infox. Elle compare avec AFP Factuel, où on peut envoyer des informations pour demander une vérification. Est-ce que ça existe pour la santé ? Alors, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En revanche, par exemple, les sources style AFP Factuel, etc., vont débunker des fake news scientifiques parmi d'autres. Mais comme on le disait, comme il y a énormément de fake news scientifiques ou de santé, il y a eu, on l'a vu notamment au moment du Covid, par exemple, AFP Factuel ne faisait que ça. 100% du travail de l'AFP Factuel au moment du Covid et dans les mois après, c'était de toute façon ça. Je pense c'est sûr qu'il existe des sites spécialisés sur l'information scientifique qui vont pouvoir permettre d'aller chercher l'information vraiment pour aller vérifier certaines choses, mais des sites de débunkage spécialisés sur l'information scientifique, je ne connais pas. La seule qui pourrait être utilisée comme référence de ce type-là, et c'est pas exactement ça, en fait, ce serait Retractation Watch, qui permet en fait d'avoir une lecture et une visibilité sur les études scientifiques qui ont été retirées après publication.
Mais c'est pas exactement la même chose. C'est l'inverse, mais c'est la même logique. C'est d'aller voir ce qui a déjà été disqualifié. C'est ça, voilà. Et de voir effectivement quel est dans le corpus scientifique que l'on peut utiliser, qu'est-ce qui résiste au temps et à des secondes lectures, des secondes analyses, etc., de ce qui, au final, est passé dans des revues prédatrices, pour lesquelles, au final, les méthodologies ou les bras n'allaient pas, ce genre de choses. Donc, Rétractation Watch permet d'avoir une idée sur les études santé qu'il ne faudrait plus suivre, ou en tout cas pour lesquelles il ne faut plus faire citer référence. Qu'elles aient été malveillantes ou simplement dans l'erreur. Simplement dans l'erreur, ça peut être une bête erreur méthodologique. Sophie signale que le mensonge, la désinformation, ça a toujours existé, mais elle s'interroge sur l'incapacité collective des citoyens à répondre à ce phénomène avec rapidité et offensive. Est-ce qu'il y a parmi les citoyens une forme de passivité coupable ? Je ne suis pas les citoyens, je ne saurais pas dire. Par contre, je ne sais pas s'il y a réellement une passivité. Je pense qu'on le voit tous à nos échelles respectives. On a malgré tout du monde autour de nous, et même des étrangers, qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre aux fausses informations. La multiplicité des AFP factuels, décodeurs du monde, etc., montre qu'il y a malgré tout une appétence pour aller au-delà de l'information. Nous, même à l'échelle de C'est vrai ça, on est souvent sollicités sous des posts pour lesquels il y a déjà des commentaires qui vont apporter une contradiction, souvent étayée, pour lesquels en plus on est capable, nous, de réutiliser cette ressource aussi, parce qu'elle est fiable. Je ne pense pas qu'elle soit passive, je pense qu'il y a simplement pas un découragement, mais c'est Sisyphe, quoi. Enfin, c'est la petite cuillère à l'océan. C'est ça, c'est incommensurable. L'un des problèmes, c'est qu'en réalité, on n'est pas du tout sur Internet les citoyens qu'on est dans la vraie vie. C'est aussi ça qui fait de cet espace informationnel un lieu où circulent autant de mensonges, parfois de propos violents, de haine et de tout ça. C'est qu'il y a tout un tas de choses qu'on accepte sur Internet qu'on n'accepterait pas dans la vraie vie. Si un ami me ment, je ne vais pas me laisser faire, je vais lui répondre et l'engueuler. Oui, mais imaginons que quelqu'un débarquerait sur ce plateau et dirait des choses absolument odieuses et racistes. Nous interviendrions. Sur Internet, on zappe. Sur Internet, on n'aurait peut-être pas ce réflexe d'aller contredire, d'aller contre-attaquer. Donc, je crois qu'il y a aussi un enjeu pour les citoyens qui voudraient qu'Internet soit un espace civilisé, à aller se comporter en citoyens civilisés sur Internet. Est-ce que les futurs journalistes, demande Pétula, c'est pour vous Jean-Bernard, sont plus vigilants que leurs aînés à vérifier leurs sources ? De fait, les jeunes qu'aujourd'hui, moi, je vois passer à l'école de journalisme, ils sont quand même nourris de tout ce qui s'est passé. D'abord, ils baignent dans ces nouveaux réseaux d'information auxquels nous avons dû nous habituer. Eux, ils sont nés avec. Donc là, ça change quand même beaucoup de choses. Donc malgré tout, ils ont déjà des réflexes qu'on n'a pas besoin de leur inculquer. Et c'est vrai, et ça c'est une très bonne nouvelle, quand dans les motivations pour devenir journaliste, au moment où des concours d'entrée dans les écoles de journalisme, il y a toujours l'idée de voyager, de faire découvrir le monde, etc. Mais il y a de plus en plus la volonté de décrypter le monde, de décrypter l'information. Et ça, on se rend compte, et on le voit monter, il y a vraiment énormément de jeunes qui sont motivés par ça, en se disant c'est pas possible, on ne peut pas laisser l'information dans l'état où elle est, et on ne peut pas laisser les citoyens, les citoyennes, le public en proie à autant de désinformation, et il faut lutter contre cette espèce de maelstrom informationnel incroyable dans lequel nous sommes plongés. Et donc cette volonté de décryptage, elle apparaît de plus en plus dans les motivations pour être journaliste. Oui. Guillaume, Valentine se méfie des vulgarisations médicales qu'on trouve sur les réseaux sociaux. À trop vouloir simplifier, dit-elle, on ouvre la porte à d'éventuels charlatans. C'est une super question. Encore une fois, franchement, moi aussi je le remarque. Et en fait, quelle est la limite ? C'est sur ça qu'on va arriver, je pense, dans quelques temps. Aujourd'hui, je pense que c'est hyper important de vouloir vulgariser la santé. Ça veut dire que pour que le commun des mortels puisse comprendre ce qui se passe et puisse comprendre l'information qu'on divulgue, si on est trop scientifique, le problème c'est qu'ils ne vont pas la comprendre. Et l'inverse, c'est que si on n'est pas assez scientifique, c'est qu'au final on est moins scientifique. Et donc du coup, l'information qu'on transmet n'est pas 100% vraie. Alors après, quelle est la limite ? Est-ce que c'est mieux de donner une information qui est vraie à 90% mais que l'ensemble des gens la comprennent ? Ou est-ce que c'est de donner une information qui est 100% vraie mais que 1% de la population va comprendre ? Et en fait, c'est vraiment cette frontière qui est ultra compliquée à définir, qui est même pour moi, c'est que des fois je vais me filmer, je vais dire une information et je sais que je suis obligé de simplifier la chose. Je ne peux pas me permettre de raconter comme si je parlais avec un de mes confrères. Mais
cette frontière est très fine et j'ai pas la réponse. En même temps, on ne peut plus dire à un internaute « c'est trop compliqué pour toi, je t'explique pas ». C'est vrai, exactement. Donc on ne peut plus se permettre de dire non, bon, et renvoyer la balle en touche, quoi. Mais le problème, c'est qu'on est obligé de simplifier. Mais jusqu'à quelle limite et le problème, c'est que ça, je vois déjà la chose arriver, où en fait, on va tellement simplifier que des fois, les gens qui sont de l'autre côté et qui veulent utiliser nos arguments pour après en faire une promotion X ou Y d'autres choses, quoi. Jean-Bernard, Isabelle suggère de créer des ateliers pour les plus jeunes, ateliers animés par des journalistes. Alors c'est déjà énormément le cas. On l'avait avec le Clémy la semaine à l'école, c'est un exemple. C'est énormément le cas, il y a beaucoup de journalistes, on a fait beaucoup l'expérience. Thomas a écumé les lycées. Et c'est d'ailleurs comme ça, mais c'est grâce à ces ateliers qu'on a imaginé des méthodes qu'après on a mis en forme dans une plateforme. En fait, ça vient de là. Quand on a commencé à produire avec Thomas les documentaires sur les complotistes, etc., on a été appelé par des enseignants qui ont dit « venez dans nos classes, venez montrer ça à nos étudiants et nos élèves et faites-les travailler ». Donc c'est déjà beaucoup le cas. Le problème de ces ateliers, il y a énormément de journalistes qui sont ultra motivés dans la France entière et qui font ça énormément, c'est que ça reste à l'échelle de l'éducation nationale résiduelle. C'est pour ça qu'on cherche des méthodes et des outils pour universaliser, si je puis dire, l'usage des ressources. Mais c'est essentiel et on continuera à le faire parce que c'est aussi une façon pour les plus jeunes de comprendre ce que c'est que le métier de journaliste et ce que c'est que le traitement de l'information et que, encore une fois, c'est un vrai métier et que l'information, c'est quelque chose de très large et de très sérieux. Thomas, est-ce que les moratoires sur l'intelligence artificielle, tous ces beaux esprits qui ont dit « voilà, ça va trop vite, on va arrêter le développement », y compris ceux qui veulent nous vendre ces logiciels, vous y croyez ? J'y crois pas beaucoup. Je pense que vous faites référence à Elon Musk, le patron de Twitter, désormais X, qui avait demandé 6 mois de pause. On a découvert quelques semaines après cet appel que lui-même développait une intelligence artificielle et qu'il avait pris du retard sur les autres et qu'il avait peur d'être dépassé dans la conquête non pas vertueuse et éthique, mais économique que nous permettent ces outils-là. Non, je crois que plutôt qu'un moratoire, ce qu'il faudrait, c'est un espace de régulation. Encore une fois, on en revient à ce problème juridique. Oui, en fait, c'est toujours politique. Un peu la même histoire. C'est qu'en vrai, on est face à un Far West et qu'on a besoin du shérif et qu'on ne pourra pas se contenter de rente-en-plan que nous avons aujourd'hui. Il nous faudra Lucky Luke. En attendant le shérif, Olivier, comment on peut adhérer à C'est vrai ça? On peut s'inscrire et participer, se mettre à travailler? Tout le monde est bienvenu. Exactement. Alors, tout le monde est bienvenu. Nous, on fait ensuite une sélection malgré tout. On cherche à avoir une diversité de profils. On essaie d'éviter aussi à ce qu'il y ait, je vais vous dire un exemple tout bête, mais le chargé de com de Total Energy qui viennent dans le truc. Même s'il est très honnête, il peut le faire avec plein d'honnêteté, mais fatalement, ça va être compliqué. On cherche aussi en fait, à avoir une diversité de compétences, de connaissances et de capacités qui nous font toujours défaut. Vu que nous, j'ai des généralistes sur la désinformation, on touche absolument à tous les sujets ou presque, donc il faut qu'on soit capable d'à peu près comprendre tout. Donc oui, souscrivez, n'hésitez pas, venez voir. Vous vérifiez si ce ne sont pas des émetteurs de fake news qui viennent vous voir, non ? Alors, on le fait, mais à toute petite dose. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait être très intrusif aussi sur les profils, mais comme on est même chez nous en interne plutôt promoteur de la discrétion entre individus, pour éviter justement d'avoir trop d'impact par rapport à ça. Si quelqu'un veut participer et rester, entre guillemets, dans l'ombre, il n'y a aucun problème pour ça. On évite aussi, effectivement, d'être trop intrusif chez les gens et d'aller gratter, voir si, à un moment donné, ils n'ont pas dit des bêtises ou quoi que ce soit. Bon. Confiance, donc. Confiance. Avant tout, confiance. Confiance. Merci beaucoup à tous les quatre. On a un petit peu débordé, mais il y avait beaucoup de passion autour du plateau. Puis on s'est éloigné aussi de l'univers de la santé des jeunes, parce qu'évidemment, la désinformation, ça concerne tout le monde. Pour faire une rapide synthèse, on voit quand même qu'il y a énormément d'initiatives professionnelles, citoyennes, personnelles, empiriques, théoriques. Et ça rend optimiste. Mais en même temps, il y a ce nouveau danger de l'intelligence artificielle, cet accélérateur à fake news que peut être l'IA dans les décennies ou les années qui viennent. Donc, soyons adultes, même quand on est jeune. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce 7e webinaire de la Fondation Ramsay Santé sur Jeunes et Santé, le combat contre les infox. Et à très bientôt, évidemment, pour un nouveau sujet. Merci, bonne journée.